Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 des cahiers de vacances de l'Académie de la qualité efficace. Nous ne sommes pas à la plage, donc c'est pas les académies les cahiers de la plage. Hein. On est toujours là pour vous partager des grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique qui ont changé la société. Parce que c'est ça, en tout cas, mon sujet du jour, c'est ça. Mais vu que c'est pas toi qui va parler aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour. Alors, donc, pour m'accompagner dans ces non-vacances, je suis avec Romain. Romain, comment ça va? Ça va très bien, toujours pas en vacances. Toujours pas en vacances. Et du coup, celle qui va nous présenter son sujet aujourd'hui, c'est Chloé. Chloé, comment ça va? Ça va très bien, oui, et pas en vacances non plus, non. Mais un peu comme, hein. Bon. Toi, t'as la plage à côté de chez toi, en plus. Ouais. Oui, toujours à la plage. Ouais, c'est ça. C'est le programme. Après. Bon, alors, Chloé, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais parler du séquençage du génome. Donc, le séquençage du génome. Donc, oui. Un épisode en rapport avec celui que j'avais fait, le tout premier que j'avais fait dans l'épisode 2. Donc, ça va nous rappeler des petits cours d'SVT, mais voilà, j'espère que vous allez apprendre des trucs. J'espère aussi. C'est vrai que ce qu'on fait depuis le début, là, c'est vraiment de la SVT. Hein. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà, c'est pour ça, hein, je me suis dit, bon, on fait pas cahier de vacances de l'SVT, là, on va un peu changer quand même ça. Si vous passez votre bac de terminale l'année prochaine, écoutez bien cet épisode. Ça peut servir. Ça peut servir. Allez, bon je me lance. Séquençage du génome. Donc toujours des petites définitions hein, pour commencer. Au final, le mot génome, eh bien c'est la combinaison des mots gène et chromosome. Mais autrement dit, au final, le génome est l'ensemble de l'information génétique d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes. C'est direct sorti du Larousse. Non, c'est pas le Larousse. Non, là j'ai changé. Je crois que c'est Wikipédia ou bon, tu vois, j'ai changé. Hein. Ouais. Faut diversifier ses sources. T'as dit quoi du coup? C'était intéressant. Ça, le génome, c'est la combinaison de gènes et chromosomes. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé. Je savais pas ça, tiens. Ouais. Trop marrant. Mais quelle est cette information génétique? L'information génétique, c'est le fameux ADN tel qu'on connaît tous. Et au final, cet ADN contient toute l'information génétique sous forme de 4 lettres. Donc 4 lettres seulement, c'est fou. ATGC pour adénine, thymine, guanine et cytosine, d'où justement là les cours de SVT, on s'en rappelle tous. Mais pourquoi des lettres? En fait, ces lettres, telles qu'on les connaît, ce sont des nucléotides qu'on appelle aussi bases azotées ou bien qu'on appelle aussi molécules organiques. Et donc ces nucléotides ATGC, ce sont les constitutifs de notre ADN. Et les chromosomes pour le coup, parce que c'est vrai que dans la définition génome, donc il y a aussi le mot chromosome qui sort dans cette combinaison. Ouais. Et donc les chromosomes, ce sont les gros morceaux d'ADN qui sont compactés. Et donc le génome humain comporte, on le sait tous, 46 chromosomes, donc 23 qui viennent de la mère et 23 qui viennent du père. Trop bien. Donc, on vous rappelle ça quand même. Ouais, quand même, c'est bien, la base. Donc revenons au sujet quand même sur le séquençage d'un génome et donc au final, autrement dit, c'est vraiment séquencer un fragment d'ADN. Donc ça consiste au final à identifier la succession des lettres, la séquence, à le lire en quelque sorte.
Donc là, un petit peu d'histoire, parce qu'au final, les premières techniques de séquençage datent de la fin des années 70 et a été découvert par l'Américain Walter Gilbert et le Britannique Frederick Sanders. Et cette découverte leur a valu le prix Nobel de chimie en 1981. Et oui, ce sont des chimistes. Ouais. Toujours des chimistes. Donc en 1981, comme quoi au final c'est pas si vieux que ça. Vieux, là c'est vraiment l'après-guerre, tout ça. Donc bon, j'ai trouvé ça relativement récent. C'est même pas 20 ans après c'est 20-30 ans après la découverte de l'ADN, quoi. C'est pas vieux. Ouais. Et donc cette technique au final de séquençage s'inspire de la façon dont une cellule recopie son propre ADN. Donc avec la même enzyme sont fabriqués des brins d'ADN de taille croissante et se terminant par un nucléotide modifié donné. Donc par exemple quand ça se termine par le A, et ben ça va reprendre un autre séquençage justement qui va poursuivre au final et tout ça dans un ordre croissant. J'espère avoir été clair. On procède alors de la même manière avec les autres nucléotides, donc dans la séquence qui suit au final la dernière lettre du précédent. Et on va trier tous ces fragments sur une plaque de gel. Et c'est vrai que c'était une idée de génie, mais à l'époque, cette méthode, elle était manuelle et on utilisait au final des produits radioactifs. Et cette méthode, elle permettait de séquencer que 800 nucléotides en environ 5 jours. On va voir après qu'au final, après il y a eu des progrès quand même. Donc oui, 800 nucléotides en 5 jours, ouais. Attends, parce que moi du coup, j'ai pas exactement compris comment ils faisaient. Alors, du coup, imagine t'avais ton brin d'ADN et puis du coup, il faisait quoi? Alors, il est trié par ordre croissant, et quand tu avais ton nucléotide qui terminait par une lettre, il prenait donc cette lettre qui faisait combiner, donc si tu veux, sur une étape d'après, et c'était la suite en fait. D'accord, mais il le découpait alors en fait, il le découpait en plein de petits morceaux. C'est ça, il le découpait, oui. D'accord, putain. Et ils faisaient tout ça, ouais, en fait après ils le mettaient sur des plaques et puis après ils regardaient lesquels les plus petits, machin. Oh là là. C'est ça. Ah ouais, et puis donc, du coup avec la vache. J'ai regardé une vidéo, c'était beaucoup mieux expliqué que tel que je l'ai expliqué là, mais pour les curieux, là bah oui, on peut pas faire de schéma là. Et donc le premier changement date des années 90 avec l'utilisation de composés fluorescents en remplacement des produits radioactifs, parce que oui, en plus c'était fait avec des produits radioactifs sur les plaques de gel, etc. Donc bon, donc là c'est des composés fluorescents et à la fin des années 2000 cette méthode a été automatisée et ça permettait de séquencer 500 000 nucléotides par jour. Donc là, c'est vrai quand même, il y a eu un petit bond là. Il y a eu un petit bond, ouais. Et c'est grâce à cette technique qu'a pu être relevé le défi du projet Génome Humain. Donc j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant quand on tapait projet Génome Humain. Enfin, c'est du coup un peu la suite de cet exposé-là. Donc ce projet Génome Humain, il a été initié en 1990. Donc pareil, c'est pas très très vieux. Hein. Ça a 33 ans, ouais. Ouais. Oh, t'es rapide à faire le calcul, dis donc. Comment ça se fait? Et j'étais même pas née. Gna. Et mobilisant 20 institutions publiques sur le monde entier, et ça a permis en 2003 d'obtenir la première séquence du génome humain. Et donc oui, ça a eu un prix parce que ça a coûté 3 milliards de nucléotides. Non, pardon, ça a coûté 3 milliards d'euros pour 3 milliards de nucléotides. Nucléotides à qui? Attends. Donc, voilà, 3 milliards de... Attends, je reprends. 3 milliards de nucléotides pour un coût d'environ 3 milliards d'euros. Donc oui, ils ont réussi à faire... voilà, un neuronucléotide de cette première séquence du génome humain. Et alors, ils ont pris quoi comme séquence? D'un mec ou... Tu sais pas? Là, j'ai pas creusé, non. J'ai pas creusé. Attends, ça, imagine, c'est le premier gars, il s'est dit, allez, c'est moi, on va me séquencer. Le cobaye. Ils lui ont diagnostiqué un cancer derrière. Possiblement. Hein. Mais c'est à partir de 2006 que s'est opérée une seconde révolution technologique grâce au projet de la miniaturisation et en informatique, parce qu'au final, il y a eu les nouvelles technologies et notamment les nanotechnologiques
qui permettent de séquencer simultanément les fragments sur des puces de quelques centimètres carrés pilotées par un automate. Donc c'est vrai que là, ça a été vraiment une révolution dans ce monde-là et voilà un séquençage de nouvelle génération. T'imagines le truc de malade. On passe de 800 trucs en 5 jours à un tout petit carré et des ordinateurs qui font ça. Putain, c'est un truc de malade. Et même si on est capable de lire l'ensemble du génome tel que c'est le cas, on ne sait pas encore ce que ça signifie. Donc voilà, c'était un autre enjeu par la suite. Donc parce que certains gènes n'ont pas encore été identifiés et pour ceux qui ont été identifiés, on ne sait pas encore quelles versions sont associées à la maladie et quels changements sont révélateurs d'une pathologie. Parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, on parle de variants pathogènes, de variants non pathogènes ou d'une signification inconnue. Ouais, voilà, c'est genre ça code rien, donc ça code rien, quoi. Et c'est vrai que le séquençage génétique, comme toutes les autres révolutions génétiques, et même là, on va dire technologiques, ça amène beaucoup de questions. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, il y a quand même des questions techniques, avec notamment le stockage de toutes ces données. Une question aussi éthique. Au final, quels sont les droits d'utilisation ? Est-ce qu'il vaut mieux savoir ou ne pas savoir ? Et aussi une question sociétale là, par rapport à la protection des informations. Mais bon, ça, comme je le disais, c'est quand même un autre débat, c'est pas le sujet. Quand tu dis savoir ou pas savoir quoi ? Si t'as un cancer ou justement des pathologies diverses, etc. Et par rapport à ta génétique aussi. Si tu te fais séquencer, théoriquement, c'est parce que du coup, tu veux savoir quelque chose, non ? Oui. Mais après, il y avait aussi les questions par rapport, tu sais, aux assurances, aux banques, etc. Enfin, si ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc de... Ouais, en Amérique, c'est de plus en plus répandu, ça. Enfin, tout le monde sait que t'as une mutuelle qui te coûte tant, et puis au final, oui, t'as un cancer, quoi. Enfin... Ah, le truc d'enfoiré, ouais. Ouais. Non, monsieur, pas de prêt pour vous, jamais. Mais bon, même si vous allez bien, vous avez 20% de chance d'avoir un cancer. Ouais. Donc, c'est 20% plus cher. À tel prix. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, les résultats mettent en évidence comment le projet Génome Humain a ouvert une nouvelle ère dans l'étude du génome et a dégagé la voie pour les développements thérapeutiques. Donc c'est voilà. Parce qu'au final, la majorité des médicaments efficaces ne visent pas directement les gènes individuels liés à une maladie, mais les médicaments ciblent plutôt des protéines en modulant et ou en apportant une réponse à l'intérieur de la cellule. Et avant les années 1980, la découverte du médicament devait beaucoup au hasard. Donc c'est vrai, c'était ce qu'on disait aussi par rapport aux épisodes précédents. La sérendipité. Ouais. J'ai pas retrouvé le mot, c'est ça. Ah non. Et ouais, il faut que je le note. Il est vraiment bien sûr. Et donc les médicaments, leur cible moléculaire et protéique étaient généralement inconnus. Et jusqu'en 2001, la probabilité de connaître toutes les protéines ciblées par un médicament était inférieure à 50%. Le projet Génome Humain a changé cette situation et aujourd'hui, les cibles protéiques de presque tous les médicaments autorisés aux États-Unis chaque année sont connues. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, ouais. J'ai pas forcément vérifié la source, mais la source m'avait l'air sûre, mais je l'ai pas contre-vérifié par une autre source. Mais bon. Et ce qui est marrant, c'est que par contre, j'arrive pas très bien à voir le lien entre le séquençage humain et le fait de savoir quelles sont les cibles des médicaments. Parce que attends, c'est le dernier paragraphe qui vient après, peut-être. Donc voilà, avec ce projet Génome Humain, il a été établi que l'espèce humaine possède 20 000 gènes révélés et qu'il s'agit donc de cibles potentielles pour développer de nouveaux médicaments. Une analyse révèle que seulement 10% de ces gènes environ ont été ciblés par des médicaments approuvés et cela laisse près de 90% du restant non exploré par la pharmacologie. Ouais, mais est-ce après, que ça répond à ta question, Paul-Adrien ? Un petit peu, ouais, c'est vrai, ça répond un peu à ma question, mais par contre, ça veut pas dire, je trouve c'est une information qui est quand même à prendre avec des pincettes, quoi. Enfin, je veux dire, dans tous les génomes, dans tous les 20 000 gènes qui ont été identifiés, il y en a pas 20 000 qui sont des cibles potentielles, quoi. Enfin, genre, tu vois, je sais pas moi, le gène qui est responsable de savoir si t'as les yeux bleus, s'en fout, quoi. Il y a plein de gènes qui ont pas d'importance, qui ont pas d'intérêt thérapeutique.
Oui, et puis est-ce que la liste est exhaustive? Je ne sais pas. Ouais, mais n'empêche que c'est très intéressant tout ça, très très intéressant. Et après c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais dans l'épisode précédent, mais c'est vrai que du coup pour passer, on a rapidement abordé, mais ouais pour passer de l'ADN aux protéines, du coup c'est je crois que ça s'appelle les codons de mémoire là où il y en a, ça marche par 3 et chaque 3 codons correspondent à une lettre et du coup t'as 21 acides aminés et du coup tous ces acides aminés assemblés ensemble font les protéines. Et c'est comme ça qu'on arrive après aux protéines fonctionnelles qui ont des fonctions sur le corps quoi. Oui, je ne suis pas rentrée dans ce détail de SVT si poussé. Ouais. Mais c'est top. Du coup, ce que t'as fait, ouais, c'est parfait. Ouais, c'est exactement le sujet. Non, c'est trop bien. Très intéressant. Bon. Mais en tout cas, ce que j'adore dans ce qu'on a fait depuis le départ, c'est qu'on peut voir le lien se créer entre chacun des trucs et ça raconte une histoire assez intéressante. On découvre un truc d'un épisode à l'autre. C'est trop bien. Mais c'est vrai que ça, en plus, on en entend pas trop parler, dans les actualités. Bon, à moins d'être abonné à Science et Vie, j'imagine que le magazine Science et Vie en parle, mais sinon c'est pas. Enfin, il faut vraiment s'intéresser au sujet pour voir qu'il y a des avancées comme ça dans ce domaine-là. Sinon, on n'entend pas parler. Si t'écoutes le podcast de temps en temps, on a parlé de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, je sais pas si tu te souviens, là, le prix Nobel. Ouais. Je suis pas encore arrivée là, ouais. J'en écoute, mais pas celui-ci. Tu es pardonné. Ce sera mon prochain. Trop bien. D'autres questions, Romain? Non, c'était clair. Non, trop bien. Bon écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouveau cahier de vacances. Allez, salut. Salut. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique.